Bonjour, bienvenue au programme L'école à domicile. Voilà. Nous allons continuer notre cours sur la propagation des ondes, le cours qu'on avait commencé la semaine dernière. La propagation des ondes. Aujourd'hui, on va voir la suite de ce cours. Voilà. On s'est arrêté sur les cas particuliers. On était sur la différence des phases des fonctions, des différentes fonctions. Voilà. Le premier cas, on avait vu les fonctions en phase. On avait vu les fonctions en phase. On avait dit que deux fonctions sont en phase lorsque le déphasage est nul, lorsque la différence de phase est égale à 0 ou égale à 2kπ, avec k appartenant à z. On avait tracé, on avait fait la construction de Fresnel. Alors aujourd'hui, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas, fonction en opposition de phase. Fonction en opposition de phase. Fonction en opposition de phase. Voilà. Deux fonctions y1 et y2 sont en opposition de phase lorsque leur différence de phase est égale à pi ou bien égale à un multiple impair de pi. Voilà. On va faire la même chose comme dans le cas des fonctions en phase, c'est-à-dire faire la représentation de deux fonctions en phase, la construction de Fresnel, et calculer y1 et y2 sont en opposition de phase si delta phi égale à 0 ou delta phi égale à 2k plus 1 facteur de pi, c'est-à-dire un multiple impair de pi. Voilà. On va voir la représentation de deux fonctions en phase. Rappelez-vous, on avait y1 égale à A1 sinus oméga t plus phi 1 et y2 égale à A2 sinus oméga t plus phi 2. On va présenter ça ici. Voilà. On va faire la représentation de deux fonctions en opposition de phase. On a plus A1 plus A2 moins A1 moins A2. Voilà. L'amplitude maximale positive de la première fonction. Ici, nous avons l'amplitude maximale positive de la deuxième fonction. Nous avons moins A1
pour la première fonction y1 et moins a2 pour la deuxième fonction y2. Voilà. Nous avons un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Ici, nous avons le quart de la période, la moitié de la période, les trois quarts de la période. Là, on a une période complète. On ajoute un quart, ça fait 5t sur 4. On ajoute un t sur 4, ça fait 6t sur 4, ça fait 3t demi. 5, 6t quart, ça fait 3t demi. Okay. On ajoute t quart, ça fait 7t sur 4. On ajoute le quart de la période, ça fait 8t sur 4. 8t sur 4, ça nous donne 2t. Voilà. On va représenter la première fonction. La première fonction, la position maximale, nulle, maximale négative, nulle. Voilà. Voilà. On va représenter y1. Y1 donne ceci. Voilà. Nous avons y1. Y1. Voilà. Y2. Y2. Voilà. Y2 commence son mouvement au point O. Pendant que Y1 est maximal, Y2 est minimal. Voilà. Les deux fonctions s'annulent au même moment. Pendant que Y1 est minimal, Y2 est maximal. Les deux fonctions s'annulent au même moment. Voilà. Pour bien faire la différence, comme je n'ai pas une craie de couleur, je vais représenter Y2 en pointillé. Voilà. Pointillé. Voilà, ici nous avons Y2. Voilà. Ici, Y1 et Y2 sont en opposition de phase. Ces deux fonctions s'annulent au même moment, pendant que l'une est maximale, l'autre est minimale. Les deux s'annulent au même moment, pendant que l'une est minimale, l'autre est maximale, et vice-versa. Voilà. En ce moment-là, on dit que ces deux fonctions sont en opposition de phase. Y1 et Y2 sont en opposition de phase. Voilà. Donc, Y1 et Y2 s'annulent au même moment. S'annulent au même moment. Y1 et Y2 s'annulent au même moment. Au même moment, hein, c'est-à-dire au même instant. Au même instant. Deuxième tiret.
quand Y1 est maximal, Y2 est minimal. Et vice-versa. Voilà. Quand Y1 est maximal, Y2 est minimal. Quand Y2 sera maximal, Y1 sera minimal. Et vice-versa. Voilà. Ensuite, on va chercher le décalage horaire. Décalage horaire. Troisième tiret. Décalage horaire. Voilà. Le décalage horaire, nous avons θ égale delta phi sur oméga. Delta phi est égal à valeur absolue de phi2 moins phi1 sur oméga. Or, pour deux fonctions en opposition de phase, la différence de phase est égale à 2k plus 1 facteur de pi sur oméga. Oméga, c'est 2pi sur la période. Voilà. En prenant l'inverse, on aura 2k plus 1 pi fois t sur 2pi. Voilà. On simplifie par pi. Donc, on aura θ égale, ici là, on aura 2. On peut simplifier là, ça fera donc 2k, oui, on peut garder, ça fera 2k plus 1 t demi. Voilà. Voilà le décalage horaire de deux fonctions en opposition de phase. Voilà. Donc, lorsque le décalage horaire est un multiple impair d'une demi-longueur, d'une demi-période, on dit que les deux fonctions sont en opposition de phase. Voilà. On peut faire la construction de Fresnel. Construction de Fresnel. De deux fonctions en opposition de phase. Voilà. Nous avons l'origine des phases. Ça, c'est l'origine des phases. Voilà. Y1, son amplitude, c'est A1, sa phase, c'est Φ1. L'amplitude A1. Le vecteur de Fresnel associé, on a A1. La phase, c'est Φ1. Voilà. Et nous avons OA2, d'amplitude A2 et de phase Φ2. Φ2, c'est ça. On a Φ2. Alors, la différence Φ2 moins Φ, ça nous donne bien pi. Voilà. Ça montre que les deux fonctions les deux vecteurs sont en opposition. Les deux fonctions y1 et y2 sont en opposition. On a deux vecteurs de Fresnel, OA1, qui représente le vecteur de Fresnel associé à la vibration y1, et OA2, qui représente la vibration, le vecteur de Fresnel associé à y2. Voilà ce que nous donne la construction de Fresnel de deux fonctions en opposition de phase. Voilà.
On va passer au troisième cas. Troisième cas. Troisième cas, fonction en quadrature de phase. Fonction en quadrature de phase. Je peux continuer avec ça un petit temps. Voilà, on va continuer. Fonction en quadrature de phase. Y1 et Y2 sont en quadrature de phase. Y1 et Y2 sont en quadrature de phase si delta phi égale à pi demi ou delta phi égale à 2k plus 1 facteur de pi demi. 2k, c'est un nombre pair, plus 1, ça devient un nombre impair. Donc, lorsque la différence de phase est un multiple impair de pi demi, on dit que ces deux fonctions sont en quadrature de phase. Voilà. Comme on a fait dans les deux premiers cas, on va représenter les deux fonctions en quadrature de phase. Voilà. On va représenter les deux fonctions en quadrature de phase. Voilà. On va utiliser le même système d'axes. Voilà. Donc, nous avons, on va effacer Y2. On considère un autre Y1. On garde la première représentation, la représentation de Y1. Voilà. On va prendre ici Y1 à t égale 0, Y1 est nul. À t égale 0, Y2 sera maximal. On prend Y2 ici. Voilà. On va représenter Y2 en pointillé. Voilà. Voilà. Ici, nous avons Y2. Voilà la représentation de deux fonctions en quadrature de phase. Voilà. Pendant que Y1 commence son mouvement
à l'origine, Y2 est maximal. Lorsque Y1 atteint sa valeur maximale, Y2 est nul. Lorsque Y1 est nul, Y2 atteint sa valeur minimale. Voilà. On dit que ces deux fonctions sont en quadrature de phase. Ils sont en quadrature de phase. Voilà. Ils sont en quadrature de phase. Donc, Y1 s'annule. Y1 s'annule. Y1 s'annule quand Y2 est maximal. Y1 s'annule quand Y2 est maximal ou minimal. Quand Y2 est maximal ou minimal. Et vice-versa. Voilà. Y1 s'annule quand Y2 est maximal ou minimal. Et vice-versa. Voilà. Par rapport à la représentation, on constate que quand Y1 est maximal, Y2 est nul ou minimal. Et vice-versa. Deuxième tiret, leur déphasage, leur décalage horaire, le décalage horaire est θ égale à delta phi sur oméga. On a donc delta phi 2k plus 1 pi demi sur 2 pi sur la période. 2 pi sur la période. Voilà. On aura donc θ égale, en simplifiant, on aura delta phi égale à 2k plus 1 t sur 4. Voilà. Donc, deux fonctions sont en quadrature de phase lorsque le décalage horaire est un multiple impair du quart de la période. Delta et θ égale à 2k plus 1 facteur de t sur 4. La construction de Fresnel. Construction de Fresnel. Voilà. Comme ça, le décalage horaire est un multiple impair d'une demi-période, où voilà, on a dit que deux fonctions sont en quadrature de phase lorsque delta phi égale à pi demi ou delta phi égale à 2k plus 1 pi demi. Alors, ça veut dire que les deux vecteurs de Fresnel seront orthogonaux. Les deux vecteurs de Fresnel seront orthogonaux. Donc, on a l'origine des abscisses, l'origine des phases. On a le premier vecteur OA1, d'amplitude A1, la phase c'est phi1, et OA2, d'amplitude A2 et de phase phi2. On va faire ça. Voilà. Lorsqu'on va faire phi2 moins phi1, ça va nous donner un angle droit ici. Donc, on a pi demi ici. Pi demi. Voilà. Phi2 moins phi1, à l'origine des phases, c'est ici. Là,
on a un angle obtus. Voilà. Ici, on a un angle aigu. Donc, Φ2 moins Φ1, Φ2 moins Φ1 égale à pi demi. Donc, les deux vecteurs de Fresnel étant orthogonaux, donc les deux fonctions sont en quadrature de phase. Nous avons aussi la représentation. Voilà. Voilà. Une petite remarque. Si Φ1 est supérieur à Φ2, alors Y1 est en avance. Alors, Y1 est en avance. Alors, Y1 est en avance de phase sur Y2. Autrement dit, Y2 est en retard. Sur Y1. Voilà. On va passer au point grand 3. Propagation des ébranlements. Propagation des ébranlements. Propagation des ébranlements. Petit 1. Notion de signal. Petit 1. Notion de signal. Voilà. On va passer au point grand 3, propagation des ébranlements. Petit 1, notion de signal. Voilà. Un signal est une perturbation temporaire des propriétés physiques d'un milieu matériel. C'est ce qu'on entend par un signal. Un signal est une perturbation temporaire des propriétés physiques d'un milieu matériel. Voilà. Voilà comment on peut définir un signal. Maintenant, on dit aussi ébranlement. On peut dire un signal ou un ébranlement. Voilà. Notion de signal, on va noter. Un signal est une perturbation temporaire. Une perturbation temporaire ou une modification temporaire des propriétés physiques d'un milieu matériel. Voilà comment on peut définir un signal.
On dit aussi qu'il s'agit d'un ébranlement d'un milieu. On dit aussi qu'il s'agit d'un ébranlement d'un milieu. On dit aussi qu'il s'agit d'un ébranlement d'un milieu. Voilà. Exemple, crier très fort, quand on crie très fort, ou bien quand on parle, on modifie temporairement les propriétés physiques d'un milieu. Par exemple, lorsqu'on crie, voilà. Donc, exemple, crier très fort, parler, etc., etc., etc. Voilà. Notez bien, le déplacement d'un ébranlement, est appelé propagation. La propagation, quand on parle de la propagation, il s'agit du déplacement d'un ébranlement. Et l'association de plusieurs signaux constitue une onde. L'association de plusieurs signaux constitue une onde. Voilà. Voilà ce qu'on peut retenir sur la notion de signal. Petit 2. Différents types de signaux. Différents types de signaux. Différents types de signaux. Voilà. Il existe 3 types de signaux. Il y a les signaux mécaniques, il y a les signaux mécaniques, il y a les signaux sonores, il y a les signaux électromagnétiques. Voilà. Voilà les différents types de signaux qui existent. Voilà les différents types de signaux qui existent. Alors, on va noter. Il existe 3 types de signaux. Il existe 3 types de signaux. Allez, un tiret. Les signaux mécaniques. Voilà. On va prendre un exemple. Donc, la déformation d'une corde. D'un ressort
déformation d'une corde, d'un ressort, etc., etc., constituent des signaux mécaniques. Deuxième tiret, les signaux sonores. Les signaux sonores. Là, par exemple, le son. Le son également se propage. Lorsqu'on donne un coup de marteau sur un métal, lorsque vous êtes à quelques mètres de là, vous allez entendre le son. Ça veut dire que le son s'est propagé. Il y a eu un signal sonore. On a les signaux électromagnétiques. Les signaux électromagnétiques. Les signaux électromagnétiques. Voilà. Qui résultent les signaux électromagnétiques voilà. On a les signaux électromagnétiques. Ils résultent de la modification temporaire des champs électriques E et magnétiques B. Et magnétique B. Voilà. Les signaux électromagnétiques, ils résultent de la modification temporaire, puisqu'un signal, c'est une modification temporaire d'un milieu matériel. Donc, les signaux électromagnétiques résultent de la modification temporaire des champs électriques E et magnétiques B. Voilà. Parmi les signaux électromagnétiques, nous avons par exemple la lumière. La lumière, c'est un signal électromagnétique. Les rayons X, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons ultraviolets, UV, les rayons infrarouges, les rayons infrarouges, les ondes radio, etc., etc., font partie des signaux électromagnétiques. Exemple, la lumière, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, les ondes radio font partie des signaux électromagnétiques. Voilà. Après les différents types de signaux, on va passer, après l'étude, après les différents types de signaux, on va passer à la propagation d'un ébranlement. Voilà. Nous avons vu les signaux mécaniques, les signaux sonores, les signaux électromagnétiques. Voilà. Par rapport à notre programme, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur les signaux mécaniques. Voilà. Notre programme nous demande, le programme de la terminale demande qu'on mette l'accent sur les signaux mécaniques. Voilà. Donc, on se limitera, disons, on se limite sur l'étude des signaux mécaniques. Voilà. On se limite sur les signaux mécaniques ou ébranlement. Petit 3. Propagation d'un signal mécanique. Propagation d'un signal mécanique.
Propagation d'un signal mécanique ou ébranlement. Propagation d'un signal mécanique ou ébranlement. Trois petits temps. Propagation le long d'une corde. Propagation le long d'une corde. Deux points. Onde transversale. Propagation le long d'une corde. Deux points. Onde transversale. Voilà. Nous allons voir comment se propage un ébranlement le long d'une corde. En caoutchouc, soit une corde en caoutchouc. Voilà. On dispose d'une corde en caoutchouc. Une corde AB. À l'instant T, entre parenthèses, T égale à 0, instant initial, on a une corde, on crée une secousse, une perturbation à l'instant T plus θ. Toujours un problème de crève. Ici, là, nous avons l'instant initial. Instant initial, T égale 0. Instant initial, T égale 0. Initial, T égale à 0. Nous avons l'instant T. À l'instant T, on crée une secousse. On crée une secousse, voilà, ici. On crée un choc. Voilà. Et ce choc-là, lorsqu'on crée un choc ici, ce choc-là va ébranler toute la corde. Pourtant, on a créé ce choc en un point de la corde, mais toute la corde sera ébranlée. Donc, à un instant, T plus θ, ici là, on a un point M1, là on a un point M2 de la corde. À un instant T plus θ, le choc qu'on a créé ici va se propager. On arrive ici, le point M1 est soulevé. On a un point M2 ici. À un instant, T plus 2θ. À un instant, T plus 2θ. On aura ceci. Le point M2 est atteint. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc,
si on provoque une secousse brusque, si on provoque une secousse brusque en un point quelconque de la corde tendue, si on provoque une secousse brusque en un point quelconque de la corde tendue, on constate que les autres points de la corde sont soulevés. C'est le cas ici, M1. Ouais. Là, on a créé une secousse ici. La secousse se propage, arrive au point M1. Le point M1 est soulevé. La secousse passe, arrive au point M2. Le point M2 est soulevé. Donc, les autres points de la corde sont soulevés, puis ramenés à leur position initiale. Puis ramenés à la position initiale. De proche en proche, l'un après l'autre. Voilà. L'un après l'autre. Voilà comment se propage un signal le long d'une corde. Donc, si on provoque une secousse brusque en un point quelconque de la corde, la secousse va se propager, va ébranler toute la corde. Donc, on constate que tous les points de la corde sont soulevés, puis ramenés à la position initiale de proche en proche, l'un après l'autre. Voilà. Et en ce moment-là, on peut définir une onde transversale. On appelle onde transversale une onde dont la déformation se fait perpendiculairement. Une onde dont la déformation se fait perpendiculairement une onde dont la déformation se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Se fait perpendiculairement à la direction de propagation. Exemple, les vagues à la surface de l'eau. Voilà. Les vagues à la surface de l'eau, c'est une onde. Lorsque les vagues se propagent à la surface de l'eau, on a une onde transversale parce que la déformation se fait perpendiculairement à la direction de propagation.
et ce qu'on a vu tout à l'heure, la déformation d'une corde. La déformation d'une corde. Voilà. Trois, deux. Propagation le long d'un ressort. Propagation le long d'un ressort. Deux points. Onde longitudinale. Onde longitudinale. Onde longitudinale. Voilà, on a vu la propagation le long d'une corde, onde transversale. On va maintenant voir la propagation le long d'un ressort, deux points, onde longitudinale. Ressort aspire non jointive, un ressort. Un point A ici, un point B. Voilà. Ça, c'est un ressort. Voilà. Si on comprime quelques spires en un point A ici, on va constater que il y aura la compression va se propager de A vers B. Donc, à partir de A ici, on comprime. Voilà. On comprime le ressort. On comprime quelques spires ici. On a. Voilà. On va constater que ça va se propager jusqu'à ce que tout le ressort soit ébranlé. Voilà. Et en ce moment-là, on parle d'une onde longitudinale. C'est-à-dire que la déformation se propage parallèlement à la direction de propagation. Voilà. On va noter. Ici, là, on a réalisé une compression. On comprime quelques ressorts. Ici, là, la compression se propage. La compression se propage de A vers B. Voilà. Donc, si on comprime quelques spires du ressort en A, si on comprime quelques spires du ressort en A, la compression se propage vers B. La compression se propage vers B. La compression se propage vers B. Notez bien. On constate que la propagation s'effectue on constate que la propagation s'effectue on constate que l'ébranlement s'effectue dans le sens de propagation. Voilà. On constate que
l'ébranlement s'effectue dans le sens de propagation. Donc, à partir de là, on peut définir ce qu'on entend par une onde longitudinale. Une onde dont la propagation se fait parallèlement au sens de propagation. La propagation se fait parallèlement au sens de propagation. Voilà la définition d'une onde longitudinale. Dans le cas d'une corde, on a une onde transversale parce que la propagation se fait perpendiculairement au sens de propagation, avec ce qu'on a vu dans l'expérience de la corde, d'une corde en caoutchouc. Dans le cas d'une propagation le long d'un ressort, ici, là, l'ébranlement ne se propage pas perpendiculairement à la direction de la propagation. Ici, l'ébranlement se propage parallèlement à la direction de au sens de la propagation. Voilà pourquoi on parle d'une onde longitudinale. Voilà. 3.3, propagation surface d'un liquide. Propagation à la surface d'un liquide. Propagation à la surface d'un liquide. Le liquide ici, c'est aussi un milieu matériel. Donc, une onde ou un signal peuvent aussi se propager à la surface d'un liquide. Voilà. Donc, lorsque on lance, par exemple, on laisse tomber un caillou dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On a la surface libre de l'eau, on a une nappe d'eau, on laisse tomber un caillou en un point haut, on va constater que il va se former à la surface de l'eau des rides circulaires. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va observer. À la maison, vous pouvez réaliser cette expérience. Vous avez une bassine pleine d'eau, vous faites tomber un savon, par exemple, vous allez constater que à la surface de l'eau, il y a des rides qui se forment. Lorsque les rides se forment, ça veut dire qu'il y a un signal qui s'est propagé. Voilà. Donc, si on laisse tomber un caillou en un point haut, si on laisse tomber un caillou en un point haut, de la surface de l'eau au repos, de la surface de l'eau au repos, tranquille, la surface de l'eau au repos, on voit se former autour du point haut des rides circulaires.
on voit se former autour du point O des rides circulaires. Hein, les rides circulaires, c'est ce qu'on va observer. Des rides autour du point O, des rides circulaires. Des rides circulaires, dont le rayon augmente progressivement. Dont les rayons augmentent, dont les rayons augmentent progressivement. Dont les rayons augmentent progressivement. Dont les rayons augmentent progressivement. Voilà. À partir de ces trois expériences réalisées, on peut tirer une conclusion. On a vu la propagation le long d'un ébranlement le long d'une corde. On a vu la propagation d'un ébranlement le long d'un ressort. On a vu la propagation d'un ébranlement à la surface d'un liquide. Donc, on peut tirer une petite conclusion. Conclusion. Ces trois expériences montrent que lorsqu'un signal est créé, crée en un point ces trois expériences montrent qu'un signal créé en un point peut créer en un point d'un milieu, peut être capté en un autre point de ce milieu. En un autre point de ce milieu. Et en ce moment-là, on dit que le signal s'est propagé. Ces trois expériences montrent que lorsqu'un signal est créé en un point d'un milieu, il peut être capté en un autre point de ce milieu. Deux points, on dit que le signal s'est propagé. On dit que le signal s'est propagé. Voilà. On dit que le signal s'est propagé. Voilà. Ces trois expériences nous montrent comment un ébranlement peut se propager. Voilà. Trois, quatre plutôt. 3, 4. Célérité ou vitesse de propagation. Célérité ou vitesse de propagation d'un signal. Célérité ou vitesse de propagation d'un signal. Célérité ou vitesse
de propagation d'un signal. La vitesse de propagation d'un signal est appelée célérité. La célérité, c'est la vitesse de propagation d'un signal. La célérité, c'est une vitesse. Donc, lorsqu'un signal se propage dans un milieu, sa vitesse est appelée célérité. Voilà, on va noter la célérité est la vitesse de propagation d'un signal. La célérité est la vitesse de propagation d'un signal. Elle dépend du milieu de propagation. Elle dépend du milieu de propagation. Elle dépend du milieu de propagation. Voilà. Donc, on a célérité égale D sur la variation de temps. Le rapport de la distance parcourue par le signal par unité de temps. D, c'est la distance en mètres. La variation de temps s'exprime en secondes. C, c'est la célérité en mètres par seconde. Voilà comment se calcule la célérité d'un signal. Célérité, c'est le rapport de la distance par la variation de temps. Une petite remarque. La célérité le long d'une corde, la célérité le long d'une corde est donnée par deux points, célérité égale racine carrée de f sur mu. Voilà, donc lorsque c'est le long d'une corde, la célérité a pour formule, l'expression littérale de la célérité, lorsque le signal se déplace le long d'une corde, c'est C égale racine carrée de F sur mu. Ici, F, F, c'est la force en newton. Force en newton. Mu représente la masse linéique de la corde. Masse linéique de la corde. La masse linéique, c'est le produit, c'est le rapport, pardon, de la masse par la longueur. Mu s'exprime en kilogrammes par mètre. M, c'est la masse en kilogrammes. L, c'est la longueur de la corde. Donc, la célérité, c'est en mètres par seconde. Ou mètre seconde moins 1. Voilà. Donc, on peut aussi écrire C égale racine carrée de F fois L sur M, en remplaçant mu par le rapport M sur L. Voilà comment on calcule la célérité le long d'une corde. Quatre. Onde mécanique progressive. Onde mécanique
onde mécanique progressive. Onde mécanique progressive. Onde mécanique progressive. Onde mécanique progressive. On va définir une onde mécanique progressive. Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation. Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation se transmet dans un milieu matériel se propageant de proche en proche avec transport d'énergie sans transport de matière. Voilà comment on peut définir une onde mécanique progressive. On peut noter, définition, une onde mécanique progressive, une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation, se transmettant de proche en proche, dans un milieu matériel, avec transport d'énergie, sans transport de matière, Voilà la définition d'une onde mécanique progressive. Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation se transmettant de proche en proche dans un milieu matériel avec transport d'énergie sans transport de matière. Voilà. Longueur d'onde. 4.2, on va voir ce qu'on entend par la longueur d'onde. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par la longueur d'onde? Tout le monde sait que la longueur d'onde, on la note lambda. La longueur d'onde, notée lambda, est la distance parcourue par l'onde pendant une période. La distance parcourue par l'onde pendant une période est appelée longueur d'onde. Voilà. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. On va noter. La longueur d'onde. La longueur d'onde. La longueur d'onde. On l'appelle aussi période spatiale. La longueur d'onde ou période spatiale. Notée lambda. Notée lambda. De l'onde progressive. Est la distance parcourue par l'onde, par l'onde pendant une période grand T. Voilà.
Donc, la longueur d'onde ou période spatiale, notée lambda, de l'onde progressive, est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Voilà. Elle s'exprime par lambda égale c fois t. Voilà. La longueur d'onde, c'est le produit de la célérité par la période temporelle, lambda, et par la période temporelle, grand T. Lambda, c'est une longueur d'onde, elle s'exprime en mètres. C, c'est la célérité en mètres par seconde. Grand T, c'est la période en secondes. Or, on sait que la période est l'inverse de la fréquence. Donc, on peut aussi noter lambda égale à C sur N. Voilà. N représente la fréquence en Hertz. C, c'est la célérité en mètres par seconde. Lambda, c'est la longueur d'onde en mètres. Voilà l'expression de la longueur d'onde. Si on a la période temporelle et la célérité, on peut avoir la longueur d'onde. Si on a la célérité et la fréquence, on peut aussi déterminer la longueur d'onde. Une petite remarque. Les ondes progressives, circulaires, produites à la surface de l'eau, les ondes progressives circulaires produites à la surface de l'eau pour les ondes, veuillez m'excuser, pour les ondes progressives circulaires produites à la surface de l'eau, virgule, la longueur d'onde est obtenue en mesurant la distance entre deux crêtes ou creux consécutifs. Voilà, entre deux crêtes ou creux consécutifs. Voilà, donc, lorsque on veut mesurer la longueur d'onde, dans ce cas-là, on a ceci par exemple. Voilà. Ici, on a une crête. Là aussi, on a une crête. La distance qui sépare deux crêtes consécutives représente la longueur d'onde, lambda. Voilà. Entre deux crêtes consécutives. Maintenant, un creux et une crête, ça nous donne une longueur d'onde. Donc, la distance entre un creux et une crête est D égale lambda sur 2, voilà, égale à une demi-longueur d'onde. Donc, entre un creux et une crête,
Ici, là, entre un creux ici et une crête. Ici, on a une demi-longueur d'onde. Voilà. Cette distance-là est égale à une demi-longueur d'onde. Entre deux crêtes consécutives, on a une longueur d'onde lambda. Lambda. Voilà. On continue. Équation d'une onde progressive. Équation d'une onde progressive. Équation d'une onde progressive. Équation d'une onde progressive. Elle est de la forme Y égale A sinus oméga t plus phi. Or, oméga égale à 2pi sur la période. On peut donc écrire Y égale A sinus 2pi sur grand T petit t, et 2pi sur grand T petit t, plus phi. Voilà l'équation d'une onde progressive. Y égale A sinus 2pi sur grand T petit t plus phi. Équation d'une onde progressive. 4. Équation du mouvement d'un point M du milieu de propagation. Équation du mouvement d'un point M du milieu de propagation. Voilà, équation du mouvement d'un point M du milieu de propagation. Voilà, elle est de là. L'équation, je reviens sur l'équation, elle est de la forme YS égale à A sinus oméga t plus phi. Voilà. YS. S, c'est la source, l'équation de la source. Maintenant, on va chercher l'équation du mouvement d'un point M du milieu de propagation. Son équation par rapport à la source. Voilà, donc, si à t égale 0, phi égale à 0, l'équation de la source, devient, si à l'instant initial, phi est égal à 0, l'équation de la source devient ys de t égale à A sinus 2pi sur grand T petit t. Voilà ce que devient l'équation de la source. Voilà. En ce moment-là, on considère un point M. Considérant un point grand M se trouvant à la distance x. À la distance x de la source. Voilà. Un point M se trouvant à la distance x de la source, ce point reproduit le mouvement de la source avec un retard θ. Et on va en ce moment-là exprimer l'équation de point M
en fonction de ce retard θ. Reproduit le mouvement de la source, S avec un retard θ. θ, c'est un retard temporel, tel que θ égale à x sur c. X représente la distance qui sépare le point M à la source, et c, c'est la célérité avec laquelle l'ébranlement se propage dans ce milieu. Donc, en ce moment-là, on aura Ym égale à Ys facteur de t moins θ. On aura donc A sinus oméga facteur de t moins θ. On aura donc A sinus 2pi sur grand T facteur de t moins x sur c. Donc, Ym serait égal à A sinus, on distribue, 2pi sur grand T petit t moins 2pi x sur tc. Tout à l'heure, on a dit que la longueur d'onde, c'est c fois t. Or, lambda égale à c fois t ou t fois c. Donc, tc représente lambda. Donc, on aura finalement Ym égale à A sinus 2pi sur grand T petit t moins 2pi x sur lambda. Voilà l'équation du mouvement d'un point M du milieu de propagation qui reproduit le mouvement de la source avec un retard θ. Donc, nous avons l'équation de la source et nous avons l'équation du mouvement d'un point M qui reproduit le mouvement avec un retard θ. 5. Double périodicité de l'onde. Double périodicité de l'onde. Double périodicité de l'onde. Double périodicité de l'onde. L'onde au point M est de la forme. L'onde au point M est de la forme Y égale à F de Tx. C'est une sinusoïde. C'est une sinusoïde. C'est une sinusoïde de période grand T. De période grand T. T, c'est la période temporelle. Et lambda. Lambda, c'est la période spatiale. On dit que l'onde mécanique présente une double périodicité. Présente une double périodicité. L'onde mécanique présente une double périodicité. Voilà. Point virgule. La période temporelle, grand T, et la période spatiale lambda. Et la période spatiale lambda. Et la période spatiale lambda. Voilà. Bien, on a fini pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. Merci beaucoup.
Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.